Imaginez entrer dans des bains publics où vous partagez la même éponge pour vous nettoyer. Maintenant, passez au cirque romain, la sueur du gladiateur victorieux est vendue comme un parfum de luxe. Et comme si cela ne suffisait pas, certaines familles lavent leurs vêtements en piétinant de l'urine humaine fermentée. Ne partez pas, cela ne fait que commencer, car vous découvrirez que la Rome que vous admirez était bien plus étrange et fascinante que ce qu'on vous a appris. Prêt à plonger dans les secrets les plus inattendus de la Rome antique ? Likez, abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage vers les aspects les plus intimes et surprenants du plus célèbre empire de l'histoire. 1. L'éponge communautaire dans les bains publics. Voyagez avec moi au cœur d'une latrine publique de Rome, l'an 135 après Jésus-Christ. L'air sans l'humidité, la pierre usée et ce vinaigre aigre flottant dans les seaux à côté. Des hommes en toge simple et des sénateurs en pourpre s'assiedent côte à côte, sans mur pour les séparer, ils discutent de politique, concluent des affaires, et oui, ils font leurs besoins avec une totale décontraction. Pendant que l'eau coule sous les sièges en marbre, chaque utilisateur tend la main et prend le tersorium, une éponge de mer solidement attachée à un bâton. Elle est rincée dans le petit canal d'eau salée, frottée, secouée 2 fois et remise dans le pot de vinaigre pour le prochain client. Il n'y a pas de tour VIP, vous partagez la même éponge que le poète, le soldat ou le boulanger qui vient d'entrer. Le problème, c'est que personne ne connaissait le concept de bactéries. Les fouilles à Ostie Antica révèlent des parasites intestinaux fossilisés dans les égouts, preuve que c'était un cocktail d'infection. Mais pour un Romain moyen, la latrine était un club social, on parlait des jeux du cirque, on pariait sur le prochain combat de gladiateurs, et il y avait même des musiciens de rue pour animer les lieux. Maintenant, imaginez proposer cette éponge communautaire dans votre bureau aujourd'hui, vous auriez une révolution sanitaire en moins d'1 minute. Pourtant, aux yeux des Romains, cela avait du sens, le vinaigre désinfecte, l'eau coule, et la ville est fière de son ingénierie. Ce qui semble impensable pour nous, pour eux c'était un symbole de civilisation. Vous croyez encore que la Rome antique était uniquement en marbre et grandeur? Attendez de voir ce qu'ils faisaient avec la nourriture. 2. Le vomi comme médecine détoxifiante. Et si je vous disais que le vomi était prescrit par des médecins respectés? Oubliez l'image hollywoodienne du vomitorium, derrière le banquet, c'était simplement le couloir de sortie du théâtre. La véritable histoire se passe dans la cuisine, à côté d'un pot bouillonnant de garum, des entrailles de poisson fermentées pour créer une sauce intense que tous les Romains vénéraient. Pline l'Ancien appelait cela de l'or liquide. Mais il y avait un usage plus drastique, diluer le garum dans de l'eau tiède et le boire comme purgatif pour l'estomac. Galien, le médecin attitré de l'élite, affirmait que nettoyer fréquemment l'estomac procure un équilibre à l'âme. Ainsi, un sénateur se rassasiait de raisins et de sangliers lors d'un festin, et avant l'aube, il buvait son cocktail de garum avec du vinaigre, puis il insérait une plume dans sa gorge, libérait l'excédent et proclamait « Mansana in corpore sano ». Bien que cela semble grotesque, le raisonnement était médical, on croyait que les humeurs se déséquilibraient avec les aliments lourds et que le vomi les rééquilibrait. Aujourd'hui, nous savons qu'inciter le vomi inutilement déshydrate, endommage l'œsophage et déséquilibre les électrolytes, loin de guérir, cela affaiblissait ceux qui le pratiquaient. Mais pour les Romains, c'était un acte de discipline, nettoyer le corps pour recevoir plus de plaisir sans péché de gourmandise. Oseriez-vous faire un détox de cette manière avant votre prochain festin? Préparez votre estomac, dans la section suivante, nous allons boire du sang, et pas de vin, précisément. 3. Le sang et le foie de gladiateur contre l'épilepsie. Imaginez le rugissement du Colisée encore résonner, et au milieu de la poussière et du sang, un médecin lève un flacon fumant, à l'intérieur, la véritable essence du guerrier tombé. Il croyait que boire le sang frais d'un gladiateur pouvait guérir l'épilepsie. Et encore plus incroyable, son foie cru, un trésor médical réservé aux poches les plus riches. 1 litre de ce sang coûtait l'équivalent de la moitié du salaire mensuel d'un légionnaire. Les nobles payaient sans hésiter, ils disaient qu'en le buvant, chaud, encore battant, on absorbait la force, le courage et la résistance de ce combat fraîchement gagné. D'autres mélangeaient le sang avec des huiles aromatiques pour le frotter sur la peau, espérant qu'il leur conférerait vigueur physique et bravoure. Le foie, en revanche, était le standard de l'or, plus rare, plus cher et considéré comme encore plus puissant. Il était macéré dans du vin doux et servi dans des petites coupes, comme un alcool sacré. Ceux qui le buvaient affirmaient ressentir une poussée de pouvoir se réveillant dans leurs muscles. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a ni miracle ni conte, boire du sang humain peut transmettre des maladies, surcharger le fer dans le corps et même provoquer une insuffisance rénale. Loin de guérir, cela mettait en danger la vie. Mais pour les Romains,
le rituel alliait médecine et mythe, santé et spectacle. Prêt à découvrir comment la sueur des gladiateurs est devenue l'aphrodisiaque le plus prisé. 4. La sueur du gladiateur, aphrodisiaque et cosmétique. Lorsque le dernier coup résonne et que le guerrier sort triomphalement, un autre rituel commence à peine. Une esclave silencieuse frotte son corps en sueur avec des morceaux de laine, recueille les petites gouttes brillantes et les presse dans un petit flacon. Au pied du Circus Maximus, dans de petites échoppes près des vomitoires, ces « essences de la victoire » étaient proposées comme si c'était le parfum des dieux. La sueur d'un champion valait plus qu'une toge en soie. Des fans de toutes les classes sociales payaient des fortunes pour quelques gouttes capables d'éveiller la passion ou d'embellir la peau. Elle était mélangée à de l'huile d'olive et des fleurs écrasées, appliquées comme un onguent ou ajoutées à des baumes pour le visage, promettant une luminosité sans égale. On croyait que le courage et la force du gladiateur étaient imprégnés dans sa sueur. Une application derrière l'oreille, un touche sur le cou, et celui qui l'utilisait se sentait invincible. Aujourd'hui, nous serions étonnés de voir des influenceurs vendre des essences d'étoiles à des prix exorbitants, mais ce marché existait déjà il y a 2000 ans. Préparez vos pinceaux à suie, dans la section suivante, nous allons découvrir l'obsession romaine pour les sourcils foncés et la mythique monobrosse. 5. L'obsession pour la monobrosse et les sourcils denses. Fermez les yeux et imaginez un portique éclairé par des torchets. À l'intérieur, un groupe de matrons romaines se contemple dans un miroir en bronze, cherchant la ligne parfaite. Dans leurs mains, un morceau de suie et une fine baguette en métal. Leurs pinceaux pour assombrir et définir leurs sourcils, les transformant en un symbole de statut et d'intelligence. Influencés par l'élégance hellénistique et les mythes égyptiens, les femmes de l'élite ne se contentaient pas de dessiner leurs sourcils. Elles les reliaient dans un arc délicat, la célèbre monobrosse, qui était considérée comme un signe de sagesse et de beauté classique. Pour y parvenir, elles grattaient doucement les restes de suie des torchets. Les mélangeaient avec de la cire chaude et les sculptaient avec une précision chirurgicale. Mais ce n'était pas suffisant, celles qui désiraient un effet encore plus dramatique portaient des sourcils postiches fabriqués en laine de chèvre, fixés avec de la résine d'arbre. Imaginez le rituel, coller chaque mèche de laine, retoucher la symétrie, et ainsi déclarer au monde « Je suis cultivée, puissante et je mérite le respect ». Aujourd'hui, cela pourrait nous sembler extravagant, mais il suffit de regarder les podiums modernes. Courber, remplir, teindre, l'obsession pour des sourcils parfaits est toujours vivante. Auriez-vous osé porter la monobrosse à la romaine? Préparez votre nez, nous allons maintenant découvrir les secrets et les dangers du maquillage toxique dans la Rome antique. 6. Maquillage toxique et malodorant. Imaginez entrer dans la chambre de toilette d'une matrone romaine. L'air est imprégné d'odeurs aigres et acides, placenta de brebis, bile animale, et même de la poudre de malachite mélangée avec du vinaigre. Là reposent des flacons de pommade qui promettent un teint pâle et sans l'imperfection, mais qui cachent des secrets mortels. Pour éclaircir la peau, elle mélangeait du plomb en poudre avec de l'eau de rose, pour raffermir, elle ajoutait des excréments de crocodile ou d'oiseau. Les masques faciaux étaient fabriqués avec des cendres de charbon et de la graisse de laine de mouton, le tout ayant une odeur d'urine fermentée. Le résultat, un visage de porcelaine et un cuir chevelu irrité, des infections et, dans les cas extrêmes, un empoisonnement au plomb. Surprenant, n'est-ce pas? Bien que cela puisse sembler un sacrifice esthétique nécessaire, de nombreuses romaines souffraient de dermatite chronique et de perte de cheveux. Cependant, ces cosmétiques défendaient leur statut, la blancheur et la délicatesse de la peau étaient des symboles de la haute classe. Préparez votre peigne et vos teintures, nous découvrirons maintenant comment les coiffures et les teintures révélaient votre statut social. Cette coiffure comme code social et teinture bizarre. Ferme les yeux et voyage dans un salon parfumé aux huiles d'olive et aux pétales secs. Là, les matrons se réunissent devant des peignes en os et des miroirs en bronze pour tordre leur identité dans chaque mèche de cheveux. Dans la Rome antique, la coiffure n'était pas seulement une mode, c'était une carte de visite sociale. Les femmes mariées portaient des chignons complexes, des tresses croisées, des chignons ornés de pinces en ivoire, comme des boucliers de fidélité. Les vierges, en revanche, préféraient des tresses simples ou un semi-chignon discret, signe de disponibilité et de pureté. Seules les prostituées laissaient leurs cheveux lâchés, flottant librement, un message silencieux d'indépendance narrative. Mais ce qui était peut-être le plus surprenant, ce sont les teintures. La couleur acajou était obtenue avec du safran bouilli dans du vinaigre, la teinte rougeâtre avec de l'écorce de noix écrasée, le blond, initialement réservé aux esclaves gauloises, était tellement convoité que certaines utilisaient des méthodes extrêmes, trempaient leurs cheveux dans des excréments de pigeons mélangés avec de la graisse de chèvre, ou frottaient des poudres d'or et de potassium pour imiter l'éclat du soleil.
Et les perruques? Ce sont des reliques vivantes d'esclaves captives, des mèches de cheveux gaulois tressés étaient tissées sur des bases en cuir, puis parfumées au rose et au miel. Une dame de haute naissance glissait cette perruque sur sa tête, déclarant « Aujourd'hui, je marche avec la beauté de l'Occident sur mon crâne ». Aujourd'hui, entre teinture végétalienne et extension synthétique, la fascination pour le changement de look persiste. Mais oseriez-vous utiliser un mélange de vinaigre et de safran lors de votre prochaine séance de coiffure? Attrape ton verre, nous allons découvrir pourquoi certains empereurs buvaient du poison par petites gorgées pour devenir immunisés. 8. Microdose de poison, Mithridatisme. Lève ton verre à côté du podium impérial, et bois une gorgée de Mithridatium, la potion légendaire qui promettait l'immunité contre tous les poisons connus. Le mythe commence avec Mithridate VI, roi du Pont, qui chaque matin ajoutait une goutte de strychnine, une autre de riciné et un peu de cibu à son breuvage personnel. Les Romains les plus audacieux suivirent son exemple, ils aspiraient à un corps invulnérable aux conspirations du palais. Les banquets comprenaient des coupes de test, où les convives goûtaient des microdoses de poison avant de passer au plat principal. Ils croyaient qu'en habituant le corps, ils cesseraient de craindre l'empoisonnement. Bien sûr, il n'y avait aucun contrôle de la dose, certains nobles souffraient de nausées chroniques, de dommages nerveux, voire de morts accidentelles. Aujourd'hui, nous savons que la tolérance croisée entre les toxines est un mythe et que le foie ne s'apprend pas à traiter des poisons mortels. Mais, pour les Romains, c'était de la science et du sacrifice de soi dans une seule mixture. Sors ton éponge à laver, découvrons les secrets des blanchisseries romaines et leur utilisation curieuse de l'urine. 9. Blanchisserie d'urine, Fulonicae. Tu entres dans une blanchisserie romaine et la première chose qui te frappe est l'odeur. Pas de savon ni de fleurs, mais de l'urine fermentée. Tu te trouves dans une Fulonica, où les vêtements sales n'étaient pas lavés avec de l'eau et du détergent, mais avec un puissant nettoyant naturel, l'ammoniac extrait de l'urine humaine. Comment cela fonctionnait-il? D'abord, les vêtements étaient jetés dans de grandes cuves remplies d'urine collectée dans des seaux publics. Ensuite, des esclaves ou des travailleurs piétinaient les vêtements pendant des heures pour détacher la saleté. Et ce n'était pas n'importe quelle urine, celle de certaines provinces, comme l'Hispanie, était préférée pour sa qualité blanchissante. L'urine était mélangée à de la chaux et des cendres pour renforcer son effet. Après le piétinement, les vêtements passaient à un rinçage à l'eau propre et étaient ensuite séchés au soleil. Pour les clients les plus riches, un supplément était offert, pulvériser les vêtements avec des essences aromatiques comme du romarin, de la myrrhe ou de la lavande pour neutraliser l'odeur résiduelle. Ce liquide était si important que l'empereur Vespasien a imposé un impôt spécial sur l'urine collectée dans les bains publics. Et quand son fils l'a critiqué pour avoir monétisé quelque chose d'aussi vulgaire, il a répondu en montrant une pièce et en disant « L'argent n'a pas d'odeur ». Prêt à sourire? Nous allons révéler comment la même urine était utilisée pour blanchir les dents. 10. L'urine comme blanchisseur dentaire. Dans une Rome sans dentifrice, sans brosse à dents et sans concept moderne d'hygiène dentaire. L'urine fermentée était une solution de luxe accessible à tous. Et ce n'était pas n'importe quelle urine, l'urine importée d'Hispanie était la plus prisée pour sa forte concentration en ammoniac. Certains l'utilisaient comme bain de bouche, d'autres l'appliquaient avec des chiffons directement sur leurs dents. On croyait qu'elle non seulement blanchissait, mais aidait aussi à prévenir les maladies buccales. Pour les Romains, la mauvaise odeur était un prix acceptable pour un sourire éclatant. Aujourd'hui, avec la variété de pâtes, de bains de bouche et de blanchiment professionnels disponibles, cette pratique pourrait nous sembler une blague grotesque. Mais au cœur de l'Empire, un sourire blanc valait n'importe quel sacrifice, même celui de se rincer la bouche avec de l'urine avant un rendez-vous important. Et si tu pensais que c'était le plus extrême, attends la section où tu apprendras comment les Romains fabriquaient leurs propres dentiers, en os et en ivoire. 11. Dentiers en os et en ivoire. Vous avez perdu une dent dans le sable ou dans une taverne? Pas de problème, Rome vous la reconstruit, avec de l'ivoire ou de l'os humain. L'obsession pour l'esthétique dentaire a conduit les Romains à développer une sorte de dentisterie artisanale. Si une dent se cassait ou tombait, ce qui était courant en raison de la consommation constante de pain dur, de garum acide et de gargarisme à l'urine, il y avait une solution rapide et visible. Des dentiers fabriqués avec des morceaux d'ivoire sculptés, des os d'animaux et même des dents données, ou extraites. Certains médecins spécialisés offraient leurs services dans leur domus, tandis que d'autres étaient simplement des artisans habiles qui savaient comment fixer ces pièces avec des fils d'or, de la résine naturelle ou des bandes métalliques rudimentaires. Bien qu'inconfortables et peu durables, ces prothèses étaient un symbole de richesse et de statut.
Un Romain avec un sourire complet, même s'il était faux, gagnait du respect dans le forum et du prestige lors des banquets. Et, bien sûr, il y avait toujours des charlatans qui offraient des dents de martyr ou des pièces bénies par les dieux, convainquant les naïfs que les mastiquer apportait chance et longévité. Préparez-vous maintenant à une recette digne de Néron. Les Romains buvaient du fumier de porc et de chèvre comme boisson énergétique. 12 boissons énergétiques de fumier rôti. Levez votre coupe et portez un toast à l'Empire. Mais faites attention, ce que vous êtes sur le point de boire n'est pas du vin, mais du fumier de chèvre. Oui, bien que cela paraisse invraisemblable, dans la Rome antique, on croyait que le fumier rôti avait des propriétés tonifiantes. Pour le préparer, on recueillait des excréments frais de chèvre ou de porc, on les séchait au soleil, puis on les rôtissait lentement jusqu'à les carboniser. Une fois prêts, ils étaient trempés dans du vinaigre bouillant. Le liquide résultant était bu par petites gorgées comme un tonique revitalisant. Néron, l'empereur infâme, était connu pour consommer cette boisson énergétique avant de longues promenades ou de rencontres intimes. La mixture, selon les chroniqueurs, augmentait l'endurance physique, clarifiait l'esprit et purifiait les humeurs. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique moderne pour soutenir ces bienfaits, pour les Romains, la logique était claire. Ce qui sent mauvais et fait mal en avalant, guérit sûrement. Un peu comme notre amour pour le gingembre cru ou l'ail à jeûne. Heureusement, aujourd'hui, nous avons du café, du matcha et des boissons énergétiques plus digestes. Mais si jamais vous vous plaignez du goût de votre supplément, souvenez-vous, cela aurait pu être du fumier fermenté. Et si cela vous a semblé fort, nous allons continuer à révéler que le prix pour avoir rompu un vœu de chasteté était d'être enterrée vivante. 13 Punition des Vestales infidèles. Au cœur de Rome, la vertu n'était pas seulement vénérée, elle était surveillée avec brutalité. Les Vestales, prêtresses choisies dès leur enfance, avaient un devoir sacré, garder le feu de Vesta, symbole de l'éternité de Rome. En retour, elles recevaient des privilèges inimaginables pour toute autre femme, indépendance, pouvoir, influence, mais à un prix très élevé. Si l'une d'elles rompait son vœu de chasteté, la punition était plus cruelle que la mort rapide, elle était enterrée vivante. Le processus commençait par une cérémonie publique de déshonneur. On lui enlevait ses vêtements sacerdotaux, on lui rasait la tête, et elle était exhibée en silence dans les rues, gardée comme une criminelle. Elle était ensuite conduite dans une crypte souterraine avec une lampe, du pain et de l'eau, et la porte était fermée pour toujours. Pourquoi cette méthode ? Parce que la loi romaine interdisait de tuer directement une vestale. Alors, on l'enterrait vivante, la laissant mourir par volonté divine. Son amant, s'il était identifié, était pendu comme un esclave traître. Pour le peuple romain, cette punition n'était pas une tragédie, mais un devoir, une vestale impure signifiait un danger pour toute la ville. Les tremblements de terre, les mauvaises récoltes ou les guerres étaient attribués à son déshonneur. Il est effrayant de penser que celles qui représentaient la pureté de Rome vivaient sous une épée invisible au-dessus de leur tête. Dans leur foi, le corps d'une femme n'était pas le sien, il appartenait au temple, à la ville, et au destin. 14 Talisman phallique de la chance. Vous vous promenez dans une maison romaine, et la première chose que vous voyez à l'entrée n'est pas une croix ou un fer à cheval, mais un pénis sculpté dans la pierre. Dans la Rome antique, les figurines phalliques connues sous le nom de fascinum étaient considérées comme de puissants amulettes contre le mauvais œil, l'envie et les esprits maléfiques. Loin d'être offensifs, ces symboles étaient accrochés aux portes, peints sur les murs, et même portés en pendentifs et en anneaux. Ils croyaient que la représentation de l'organe masculin, dans des proportions idéales, non exagérées, était une expression de fertilité, de prospérité et de protection divine. Il n'était pas rare de voir des enfants portant des amulettes en forme de pénis autour du cou, ou de trouver des charrettes à pain avec des reliefs phalliques sculptés sur leurs côtés. À Pompéi, par exemple, des mosaïques de pénis et les volant à travers les plafonds ont été découvertes, avec des clochettes tintant pour effrayer les mauvais esprits. Et attention à la taille, si le phallus était trop grand, il ne portait plus chance, il devenait un objet de moquerie publique. Superstition ? Peut-être. Mais pour les Romains, un phallus sur le cadre de votre porte était plus efficace qu'une alarme de quartier. 15 Rumeurs de cannibalisme chrétien. Rome, 1er siècle. Une rumeur court dans les rues, les chrétiens se réunissent la nuit pour dévorer de la chair humaine et boire du sang. La source ? Leur propre liturgie. Voici mon corps, voici mon sang. Les paroles de Jésus répétées lors de l'Eucharistie étaient prises au pied de la lettre par les Romains, qui ne comprenaient pas qu'il s'agissait d'un symbole sacré. Ainsi naquit l'un des malentendus les plus effrayants de l'histoire.
Les chrétiens étaient des cannibales déguisés. Le secret de leur réunion, leur refus d'adorer l'empereur et leur habitude de s'appeler « frères » et « sœurs » n'aidaient pas. Aux yeux des Romains, ils étaient une secte dangereuse pratiquant des rituels occultes, et comme ils ne participaient pas aux banquets ni aux célébrations publiques. Ils étaient considérés comme antisociaux, subversifs et potentiellement pervers. C'est pourquoi, pendant des années, les chrétiens ont été persécutés non seulement pour leur foi, mais pour ce que le peuple croyait qu'ils étaient, adorateurs de cadavres, profanateurs et conspirateurs silencieux. Et pourtant, cette foi qui est née cachée dans les catacombes finirait par conquérir le cœur de l'Empire. De la peur au respect. De l'ombre à l'autel. Que pensez-vous maintenant de la Rome antique? Tout n'était pas des colonnes de marbre, de grands discours et des conquêtes militaires. Il y avait aussi de la sueur en bouteille, des dentiers en os, et de l'urine, beaucoup d'urine. Ces folies nous montrent quelque chose d'essentiel, que chaque culture, aussi avancée qu'elle paraisse, a ses propres bizarreries. Et peut-être que dans 1000 ans, quelqu'un regardera nos coutumes actuelles et dira, il faisait vraiment ça. Dites-moi dans les commentaires. Laquelle de ces coutumes vous a paru la plus incroyable? Et laquelle, honnêtement, jamais vous n'oseriez essayer? Abonnez-vous si vous voulez continuer à explorer le côté le plus étrange, fascinant et humain de l'histoire. Et rappelez-vous. Un peuple qui ne connaît pas son passé, est condamné à le répéter.